ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. Et le premier homme qu'ils ont fait, ils se sont mis à l'aimer. On va donc lancer cette deuxième séquence, l'ère du temps libre. Le temps libre, ça c'est un titre qui est annonciateur de bonnes choses. On a beaucoup parlé lors de la première émission donc que les robots et tout ça allaient prendre notre place, notre travail. Puis on va avoir du temps libre, mais comment on va vivre ce temps libre? C'est ça le problème. Marilyn, je te laisse présenter pour l'émission nos intervenants. Merci. Alors d'abord, on avait Aurélie qui doit parler, qui va nous présenter un petit peu ce deuxième épisode. Bonjour, je suis Aurélie Le Robot pour vous accueillir au nom de mes employeurs, les ambassadeurs du futur. Je vous rappelle le thème de l'émission de ce mois de mai, le paradisme, la géniocratie et l'IA. Quand l'intelligence et l'humanitarisme donnent enfin du temps libre à l'être humain. La semaine dernière, nous avons abordé l'entrée dans l'ère de la singularité, de l'abondance et de l'éventail des possibilités qui en découlent. Aujourd'hui, nous regarderons les bienfaits à tirer de cette ère nouvelle qui est à nos portes si nous le décidons et qui va nous offrir le temps libre tant espéré. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et puis bonjour aux nouveaux arrivants. Donc bonjour, je suis Marie Canin, guide raélienne. À mes côtés, Jean-Pierre Sommet, guide raélien, et Evelyne, animatrice au sein du mouvement raélien. Et dans notre équipe aussi, Eliane, Evangelos, Alcy, Manu et toute l'équipe qui est derrière les écrans et qui a travaillé en amont et avec amour. Donc le deuxième épisode, l'ère du temps libre. Nos invités, donc Antoine Berner, guide raélien, guide évêque raélien, ingénieur informaticien, Karim Ouattara, guide évêque raélien, ingénieur informaticien, et Ananta Buffin, responsable du Paradis en France, naturopathe. Depuis qu'on est sur Terre, on a beaucoup, travaillé, on a beaucoup vu notre monde se transformer. La société humaine a pris différentes tournures jusqu'à nos jours. On l'a évoqué beaucoup donc dans le premier épisode, et c'est pas fini. Le parcours que l'on va voir avec cette humanité, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus chamboulant. J'aimerais que peut-être à la technique, on montre un petit peu une image là, qui va nous montrer l'évolution du temps de travail. Je voudrais qu'on puisse la commenter. Regardez un petit peu là comment ça s'est passé, l'évolution du temps de travail au quotidien, le changement donc de bénéficiaires. Ça a été depuis le début de l'humanité, notre parcours pour arriver à notre époque. Et vous voyez que tout le début, là, avant le aujourd'hui, c'est-à-dire le moment où l'usine était semi-automatique, ça c'est aujourd'hui, eh bien l'humain n'avait pas beaucoup de temps pour lui. Au début, c'était la tribu. On vivait avec la chasse, la cueillette. Il y avait à peu près 14 heures d'activité pour pouvoir ramener du gibier, un petit peu de légumes et autres pour la famille. Le bénéficiaire, c'était l'individu. On échangeait des choses par le biais du troc. L'objectif, en fait, c'était de survivre. Ensuite, on s'est un petit peu étoffé, les tribus sont grandies un petit peu, et ça a été le village qui est arrivé, ça s'est structuré, et puis le village, eh ben, il a commencé à s'organiser avec l'élevage, la culture. Le travail, c'était toujours quand même à peu près la même durée de travail. On était dans un temps d'environ 14 heures à peu près par jour, c'est pas facile. Le bénéficiaire, encore une fois, c'était l'individu et la famille. Et là, on a commencé à voir arriver comment dire, un outil d'échange pour pouvoir échanger nos productions, c'était l'argent.
Et puis ensuite, ça est devenu en fait beaucoup plus étoffé encore. Les villages ont vu des villes avec des infrastructures, des manufactures et autres. Et là, le travail, c'était un travail qui est devenu de plus en plus manuel, avec toujours 14 heures d'activité, de travail. Et là, changement, les bénéficiaires, c'était davantage les patrons qui savaient nous payer, enfin payer leurs employés, mais c'était eux quand même qui étaient les plus grands bénéficiaires et c'était les moyens d'échange, c'était toujours l'argent. Et on a commencé à voir aussi des choses nouvelles avec du capitalisme qui a commencé à vivre. Le but de l'activité, c'était toujours encore de survivre pour le peuple, hein. Les usines se sont installées, le travail manuel comment dire, a continué avec un petit peu de changement, et là, on voit que le travail change un petit peu, c'est plus 14 heures, on arrive à 10 heures de travail avec toujours le même bénéficiaire, le patron, hein, qui emploie des employés, qui les paye avec de l'argent. Là encore, pour la population, c'est toujours survivre. Ensuite, on voit arriver, c'est notre époque, les usines semi-automatiques et voire commencement d'automatisme avec des moyens donc qui sont la surveillance, l'entretien. Là encore, le temps de travail a diminué de 8 heures à peu près par jour. Le patron, c'est toujours lui le bénéficiaire, encore plus que d'habitude. C'est ce qu'on a évoqué lors de la première émission. Les patrons se sont super enrichis et continuent à l'être. Et c'est toujours l'argent qui est là, avec différentes formes de mouvements d'argent avec les banques, les financiers et autres. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que dans l'esprit de l'individu, il y a déjà quand même une volonté de mieux vivre, hein. Il y a un état d'esprit qui est en train de changer et il commence à se révolutionner un petit peu parce qu'il sent qu'il peut aussi vivre quelque chose d'autre. L'autre, c'est quoi? C'est la notion donc d'une production qui est totalement automatique, où l'individu n'a plus rien à faire, il y a 0 heure de travail, la collectivité va en bénéficier et il y a une redistribution qui va se faire automatiquement et l'individu va pouvoir s'épanouir. C'est ça ce qu'on est en train de voir arriver. Eh bien, nous avons nos interlocuteurs qui sont là et qui vont nous parler un petit peu de tout cela en profondeur au niveau du temps libre, comment ça va se passer. Je vais laisser la parole à Marilyn qui va nous commenter un petit peu tout cela, puis interpeller nos intervenants. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a très peu de temps libre, hein, pour se cultiver, pour entreprendre quelque chose qui nous tient à cœur, pour se consacrer à la famille. Et pourtant, on a des moyens. Evangelos, tu peux passer le petit film, s'il te plaît? Voilà, c'était un petit film qui date déjà de 2-3 ans. Donc maintenant, la technologie a avancé encore. Donc avec l'entrée dans l'ère de la singularité bientôt, que nous permettent d'espérer les technologies modernes comme l'informatique, les robots, les nanos, les imprimantes 3D et l'IA. Est-ce que Antoine ou Karim, vous pouvez nous éclairer là-dessus? Cette vidéo qu'on vient de voir, là, c'est proprement scandaleux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des robots qui dansent. Et pendant ce temps, les êtres humains travaillent. C'est justement l'inverse qu'on veut. C'est justement l'inverse. Parce que s'ils sont capables de danser comme ça, ils sont capables de faire bien d'autres tâches, comme aller faire vos courses, comme conduire des voitures. Vous savez qu'il y a des voitures autonomes. Enfin,
Donc la question, c'est pas la faisabilité, c'est la question humaine. Quand on va dire aux gens, bah, vous avez du temps. Tiens, même l'expression temps libre, c'est quoi le contraire du temps libre? C'est le temps en prison? C'est le temps enchaîné? Je sais pas. Donc faire prendre conscience aux gens qu'ils ont du temps enchaîné à leurs engagements auprès d'un patron, auprès d'une famille, auprès du fait qu'il faut survivre. Euh, et pourtant, on a inventé, et c'est assez récent, la notion de temps libre. Alors, Jean-Pierre a très bien montré l'évolution, mais les premiers congés payés, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment ça s'est passé à cette époque-là. La notion de congés payés, comment devaient réagir ceux qui étaient contre? Hein, comment on va payer des gens à rien faire? Mais c'est un scandale. J'imagine bien comment ils ont dû réagir quand on leur a demandé, ben, donnez-nous, je ne sais pas si c'était une semaine ou 2 semaines dès le début, probablement une semaine. C'était une semaine au départ et c'était scandaleux pour la plupart des gens, mais des travailleurs, hein, des travailleurs eux-mêmes, qui ne comprenaient pas Ah oui, qu'on sorte du cadre travail, quoi. C'était impensable. certains devaient être perdus en qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine. Heureusement qu'à l'époque, ils avaient encore quelques jardins potagers à cultiver. Ils pouvaient faire quelque chose, parce qu'on est dans une société du faire. On a toujours besoin d'avoir un truc à faire. On est tellement entraîné à ça depuis tout petit, depuis l'école. Même quand on est enfant puis qu'on fait rien, c'est t'es là, tu fais rien. Va jouer, fais quelque chose. Mais les enfants adorent rêver, adorent ne rien faire. Et on a tous ça en nous, c'est ce plaisir de plus avoir de temps. Il est ni libre ni emprisonné. Il n'y a plus de temps, on peut juste être. Et ça, c'est un truc qu'on va devoir redécouvrir quand on se sera débarrassé de cette culture du faire. Et c'est pas facile. Vous connaissez sûrement des gens qui, même arrivés à la retraite, se trouvent 1000 activités pour ne pas se trouver devant le vide, pour eux, de l'existence. Alors que c'est ce que j'aime le plus, c'est m'asseoir dans la forêt, écouter les oiseaux et ne rien faire. C'est un luxe de ne rien faire et c'est un luxe qu'on va partager, j'espère. Comme Jean-Pierre l'a montré, le temps de travail devrait diminuer et le temps, les congés payés devraient augmenter de beaucoup. Et ensuite, ils seront plus payés en argent, ils seront payés juste en ne plus avoir besoin d'argent. Donc, ce sera juste la vraie vie humaine. Il faut voir d'où on sort. Hein. On sort d'un truc qui n'est pas normal, qui est artificiel, qui nous emprisonne, qui nous oblige, qui nous a engagés. C'est une forme de survie. Il a bien fallu se débrouiller pour survivre et construire une société en même temps. Mais on va se libérer de ça. Et on pourra juste être et n'avoir que très peu de temps emprisonné. Tu parlais tout à l'heure donc de sortir du travail et puis de ne plus savoir quoi faire. En 1936, quand les congés ont eu lieu, et il y a des gens qui ont tenté d'aller au bord de la mer parce qu'ils n'avaient jamais vu. Ils découvraient qu'il y avait un autre horizon que leur jardin, leur travail et autres. Et ce qui est en train de se produire avec l'avenir qu'on est en train de préparer et qui arrive, qu'on le veuille ou non, il arrive. Il va y avoir pas mal de découvertes aussi, je pense, dans l'esprit des gens. Comme ces gens en 36 allaient découvrir la mer, il y a un tel horizon qui est en train de se profiler. Mais là, je vous laisse vraiment. Alors Karim, toi, Oui, comment tu vois ça? oui. Aujourd'hui, les gens sont habitués à une normalité et ils pensent que ça a toujours été comme ça. On se pose même pas de questions, hein. 40 heures de travail dans la semaine. Waouh, c'est énorme. C'est trop. Ils se disent, oh oui, on a un week-end pour se reposer. On a un congé d'un mois dans l'année. Toute l'année, tu n'as qu'un seul mois de congé. Et là encore, comment est-ce qu'on prend notre mois de congé? Hein? Accrocher au téléphone, au email, être prêt à retourner tout de suite au boulot quand il y a une contrainte. Certains même préfèrent ne même pas prendre de congé. Hein? Certains travaillent toute l'année sans prendre de congé parce qu'on se dit que c'est normal. Et ça, quand on le dit comme ça, c'est juste dans un certain milieu. Hein? Parce qu'en Asie, par exemple, au Japon, 14 heures de travail dans la journée, c'est normal. Ils n'arrivent même pas à concevoir 8 heures de travail dans la journée. Voilà. Et donc, les gens sont habitués à une certaine normalité. À ces mêmes personnes-là, si vous leur expliquez que il y a 1 ou 2 siècles en arrière, le travail commençait à 8 ans. Hein? Voilà. À 8 ans déjà, on est travailleur, on commence à travailler pour les autres. Et on travaille jusqu'à sa mort. C'est-à-dire la retraite.
faut pas y penser, quoi. Ça n'existait pas du tout. Voilà, il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de journée de repos, peut-être un dimanche matin comme ça, si vous voulez aller au culte, voilà, et puis ça changeait. Et donc, la normalité, c'est relatif. Voilà. Euh, Ce qui était normal par le passé est devenu anormal aujourd'hui parce qu'on connaît de nouvelles conditions de travail. Et bien, c'est pareil avec l'évolution de la technologie. On va arriver à une autre normalité où on va passer très peu de temps au travail. Euh, Faites un sondage, demandez à tous ceux qui travaillent pour avoir un salaire, pour avoir des revenus et pouvoir vivre. Ils vous diront, en général, oh, moi, j'aime travailler, je préfère travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pouvoir vivre et tout ça. Et que c'est normal qu'on travaille pour subvenir à ses besoins. Et puis, proposez-leur un jour de travailler sans avoir de salaire. Quelle réponse ils vont vous donner? Ah non, c'est impossible, moi, je ne peux pas travailler sans salaire. Posez-leur aussi la question, est-ce que ça t'intéresse de t'asseoir, ne rien faire, d'avoir tout ce que tu veux, de vivre ta vie sans avoir besoin de travailler? Là, il y a une grande majorité qui va accepter. Parce que intrinsèquement, les êtres humains n'aiment pas vraiment travailler. C'est parce que la société a lié la contrainte d'avoir des revenus pour vivre au travail qu'on se sent obligé de travailler. Une fois que c'est dissocié et qu'on peut avoir des revenus pour vivre sans avoir besoin de travailler, mais tout de suite, tout le monde va balancer le travail, quoi. Et ceux qui vont travailler seront ceux. Euh, un jour, une question a été posée à un grand sage. On lui a posé la question de savoir euh, est-ce que c'est important de travailler dur pour obtenir ce qu'on veut dans la vie? Il a répondu, ne cherchez pas à travailler. Faites ce que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Parce que même quand le travail sera supprimé et qu'on n'aura plus besoin de travailler, certains iront travailler quand même, mais ce ne sera pas un travail comme les autres. Ça sera quelque chose qu'ils auront choisi. En fait, c'est une occupation un peu comme s'ils jouaient vraiment, comme s'ils s'amusaient. Voilà. Ça sera un peu comme un loisir. On travaillera pour le plaisir de faire quelque chose, pour le plaisir de manipuler des choses ou pour le plaisir de rendre service à d'autres personnes. Voilà. Et donc, c'est ce qui devait être le travail normalement. Parce que, étant enfant, je ne connais pas un enfant qui adore vraiment le travail, hein. On aimait rêver, comme l'a dit mon cher Antoine, on aimait rêver. Moi, quand Antoine intervenait, je comparais tout de suite ma vie d'aujourd'hui et ma vie de quand j'étais enfant. Mais quel contraste! Parce qu'enfant, on aimait rêver, on aimait rêvasser. Et lorsque le jour se lève, waouh, on était tout excité parce que on a des heures, on a du temps devant nous pour s'exciter, pour jouer toute la journée. C'était une activité, mais on était rempli de bonheur à l'idée de jouer toute la journée. Et puis progressivement, dans notre cerveau, ça a été remplacé par des obligations, par des contraintes, par le devoir, quelque chose qu'on fait sans vraiment aimer. Mais on y va, on va le faire. Et moi, je pense que revenir à cet état-là, quand l'abondance va prendre place et que le travail sera confié aux machines, revenir à cet état de bonheur naturel, pour moi, ça ne va pas prendre du temps. Ça ne va pas vraiment prendre du temps. À part des gens qui sont déjà habitués à cela dans certaines sociétés, qui vont devoir se réorganiser, mais la grande majorité, en une génération, pour moi, en une génération, ça sera fait, hein. En une génération, ça sera fait. L'être humain va se réhabituer à apprécier le temps qui passe, à se divertir, à rencontrer d'autres personnes, à échanger. Voilà. Et, et c'est un moment que nous attendons vraiment, vraiment, vraiment impatiemment. Le monde qui arrive est un monde fantastique et on est tout excité à l'idée de le voir venir. Seulement que, comme la grande majorité a été habituée, a été éduquée à travailler pour obtenir à manger, pour pouvoir survivre, ces personnes-là s'inquiètent. Dès qu'on parle des robots qui peuvent faire, qui ont des prouesses, qui font des choses extraordinaires, tout le monde s'inquiète. Hein, mon cher Antoine, qui distribue
des informations récentes sur la technologie. Merci vraiment de nous partager toutes ces informations-là. Aujourd'hui, on sait que les robots savent créer de la musique, les robots savent dessiner, savent faire, en tout cas, beaucoup de choses différentes. Hein? On a vu des robots qui dansent, pour danser pour notre plaisir aussi. Hein? On peut s'asseoir et puis les regarder danser, les regarder inventer de nouvelles danses. Voilà. Et donc, les robots savent faire plein de choses, mais ça inquiète la majorité de la population mondiale. Mais c'est dû à l'éducation, c'est dû à ce qu'on leur a mis dans la tête. Et donc, c'est notre rôle aussi de pouvoir les sensibiliser sur un monde merveilleux grâce à cette technologie-là, plutôt que de s'inquiéter chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge. Voilà. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs même dans cette émission, le fait d'en parler et de montrer les bonnes facettes de cette technologie-là, nous contribuons à sensibiliser l'humanité pour qu'on puisse accueillir à bras ouverts cette technologie-là pour le bien-être de toute l'humanité. Et toi, Ananta, qu'en penses-tu? Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans les nouvelles générations. Lors des nombreuses manifestations en France contre la retraite à 64 ans, il y avait un groupe d'étudiants devant leur université qui brandissait une banderole. J'ai trouvé le texte génial. Nous, la retraite, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est plus bosser du tout. Donc, ils sont sur la bonne route. Ils sont sur le bon chemin. En fait, on est une génération, en tout cas la mienne, mes parents, c'est encore pire, hein, rester assis sur un canapé à rien faire, c'est la déchéance, hein, totale. Mais on découle de cette fameuse et horrible phrase de la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc en gros, si tu veux pouvoir manger et survivre, eh ben il faut que tu bosses. Et il faut complètement qu'on se déconnecte de cette phrase poison. Et je trouve que voilà, les nouvelles générations, peut-être moins impliquées dans tout ce qui peut être religion traditionnelle qui enseignait ça, bien sûr, l'esclavage sous une certaine forme. J'ai beaucoup d'espoir. Quand j'ai vu cette banderole, j'ai sauté de joie. Je me suis dit, c'est bon, on est sur la bonne voie. Ils vont le faire, eux, le paradisme, même si nous, pour le moment, on l'enseigne quelque part. Voilà. Merci, Ananta. Le temps libre, ça a été le sujet du sondage réalisé par Evelyne. Evelyne, je te laisse la parole. Merci Marilyn, bonjour à toutes et tous. Donc oui, pour cette seconde partie, beaucoup avaient du mal à se voir vivre, en tout cas sans travailler, se disaient même ne pas savoir du tout quoi faire pendant ce temps libre et trouvaient même que c'était un devoir envers ce que apportait la société, leur apporter la société. Donc du coup, une vision plutôt difficile à passer. D'autant plus que l'apparition aussi de robots et de l'IA, pour eux, générait plus de colère et puis d'angoisse, de peur. Et puis d'autres, eux, sauraient pas du tout utiliser leur temps, comme disait Karim. Ils sont complètement perdus à ne rien faire. Alors, c'est dire effectivement ce qu'on a pu générer dans la tête des gens, au final. Hein, qu'est-ce que le travail pour la société, hein, c'est un devoir, effectivement. Et puis, ça va montrer aussi une difficulté hein, qu'on va devoir rencontrer hein, lors de cette transition entre ce fameux temps libre et puis l'arrêt total du travail. Des questions ont été posées également. Si les robots et l'IA remplacent l'homme dans ses tâches professionnelles, comment subviendra-t-il à ses propres besoins? Et aussi, l'idée que Karim a développée, le mérite dans tout ça, où est-ce qu'il sera? Est-ce que la société tendra vers un total assistanat? Est-ce bon pour la société? Nos invités vont pouvoir peut-être y répondre au cours de l'émission. Et puis pour l'heure, je vous invite à écouter Karim et Hakim, et Stéphane, nos deux témoignages. De quel temps disposez-vous aujourd'hui pour vous épanouir et réaliser vos projets? Je dispose de tout mon temps, plus ou moins, parce que j'ai décidé de me lancer dans mes projets de vie sans attendre d'aide de qui que ce soit. Donc je suis sorti de l'école, je
me suis constitué mon propre système pour faire de l'argent. Je fais de la musique et grâce à ça, j'ai tout mon temps. Mais depuis que je suis sorti du salariat et de l'école. De quel temps disposez-vous aujourd'hui pour vous épanouir et réaliser vos projets? De tout le temps libre que j'ai en fait. Après, j'ai cette chance de pouvoir m'organiser de façon professionnelle. Je suis indépendant, je suis libre. Bien sûr, avec des contraintes aussi. Et après, bien sûr, il y a les tâches du quotidien à faire, la maison, madame, les enfants. Voilà, on est tous un peu dans le rythme là, mais sinon, c'est vrai que je prends le reste du temps pour faire ce que j'aime. Que demanderiez-vous justement à l'État pour pouvoir réaliser vos projets en termes de temps et de moyens? Je demanderai rien à l'État parce que d'une part, j'ai pas l'impression que je sois vraiment dans les projets de l'État. Et d'autre part, je pense qu'il faut savoir se débrouiller tout seul, tout simplement. Que demanderiez-vous à l'État pour pouvoir réaliser vos projets en termes de temps et de moyens? Alors déjà, demander quelque chose à l'État, c'est quelque chose de compliqué parce que finalement, c'est eux qui nous demandent des choses et nous, quand on leur demande quelque chose, ça marche pas. On en revient sur la politique aussi. Belle fumisterie, tout ça pour moi, mais ouais, je peux paraître un peu cynique dans tout ça, mais si je devais leur demander quelque chose, ce serait quoi? Arrêtez de nous raconter des balivernes et venez voir comment ça se passe vraiment, quoi. Voilà, donc un peu d'inquiétude quand même. Il y a une image que j'aimerais vous montrer. Donc les propos de Raël, la science et la technique peuvent libérer totalement les hommes, non seulement du souci de la faim dans le monde, mais également leur permettre de vivre sans obligation de travailler, les machines pouvant très bien se charger des besognes quotidiennes toutes seules grâce à l'automatisation. Une des questions qui a été posée quand même dans le sondage, et puis qu'on est en droit quand même d'éclairer, d'éclaircir, c'est qu'est-ce qu'on va devenir sans travail? Donc il y aura sûrement une réorganisation au niveau de l'argent, au niveau de la redistribution, comment ça va se passer, voilà. Qui peut nous en dire plus? Dans les messages, les élèves nous disent que le rôle de l'être humain, quelles sont les activités que fait l'être humain sur la planète si les robots s'occupent de tout. L'être humain a été créé pour justement penser, créer et s'épanouir. Penser, créer et s'épanouir. Mais ces trois activités qui marchent très bien quand on le fait librement, dans la liberté totale. Quand on a envie de le faire, on le fait bien. Et dans une société où tout sera remplacé par tout le travail sera confié aux machines et aux robots, à l'intelligence artificielle, mais l'être humain pourra vraiment s'adonner à des activités de créativité, mais des créativités pas forcément pour se faire rémunérer, puisqu'il y aura déjà de quoi vivre. Voilà. Et donc, l'imagination sera comme, si vous voulez, une activité principale. Imaginer, créer, découvrir. Voilà. C'est ce que moi je vois dans un monde futur. Et je ne sais pas si je peux le dire ainsi, depuis environ 8 ans, les enseignements du maître du prophète sont orientés vers la supraconscience. La supraconscience est devenue l'élément central de l'enseignement du maître depuis 8 ans. Pourquoi? Peut-être parce que le maître est en train de nous préparer au monde qui est en train de venir. Parce qu'il y a une accélération de la robotisation et de l'intelligence artificielle qui vont remplacer l'être humain au travail. Que va faire l'être humain? Parce que parallèlement à cela aussi, la recherche scientifique évolue et on va réussir à faire vivre l'être humain en bonne santé de plus en plus longtemps. Non seulement on aura plus de temps libre, mais on va vivre plus longtemps. Qu'est-ce qu'on fera de nos journées? C'est là qu'intervient la supraconscience. Quelque chose de central dans la vie éternelle. Comment vivre une vie éternelle? Parce que même à travailler, même à faire des choses, on finira forcément par s'ennuyer. Parce que le nombre de choses qu'on peut faire
Bon, je me dis que on finira quand même par s'ennuyer. Par contre, quand on est dans la supraconscience, on ne voit plus le temps s'écouler. On est dans la lenteur, on est dans l'instant présent. On n'est ni dans le futur, ni dans le passé. Et tout coule. Tout coule lentement, paisiblement et dans le bonheur. Voilà. Donc, c'est une notion importante aussi que nous, Raéliens, avons en charge, avons le privilège de devoir enseigner à l'humanité entière. Voilà. Parce que cette humanité-là qui va bénéficier d'autant de temps libre ne saura pas comment occuper ses journées. Ananta? Comme le disait Karim, à partir du moment où l'être humain va pouvoir effectivement avoir 100% de son temps pour penser, créer et s'épanouir, ça veut dire que des scientifiques, des artistes, entre autres, vont pouvoir penser et créer sans cette contrainte de il faut que je le fasse pour gagner ma vie, pour pouvoir manger. On se rappelle, mais ça existe toujours, je pense, à notre époque, hélas, les grands peintres, je pense par exemple les grands peintres, qui étaient obligés de peindre sans grande motivation des tableaux uniquement pour être vendus, pour qu'ils puissent croûter, comme on disait à l'époque. Là, il y aura plus cette contrainte. Vraiment, les artistes, les scientifiques pourront chercher, créer, mais complètement libérés dans leur principe créatif, de cette contrainte il faut que je produise quelque chose, même si c'est pas génial, parce que à la fin du mois, il faut que je paye mon loyer, que je mange. Donc voilà ce que je voulais dire. Toi, Antoine? Je pense que pour donner envie à n'importe qui, à la population, de faire le pas, de se préparer, de se demander, tiens, c'est quoi la supraconscience? Comment je peux apprendre ça? Comment je peux apprendre à méditer? Les gens vont se poser la question, mais ils vont se poser la question s'ils croient que c'est possible qu'on se fasse remplacer par des machines et que notre temps de travail diminue jusqu'à disparaître. Et je vais vous raconter une expérience qui est arrivée récemment. Le 27 avril, jeudi 27 avril, en Suisse, parce que je vis en Suisse, il y a une radio nationale en français qui s'appelle Couleur 3, qui a fait toutes ses émissions de la journée, entièrement pilotées par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que tous les textes, c'est une radio que j'aime beaucoup parce que je l'aime pour son humour, parce qu'elle est plutôt branchée avec les événements culturels modernes. Et puis, donc, tous les textes des animateurs ont été rédigés par ChatGPT, que vous connaissez sans doute. Toutes les voix des animateurs ont été imitées par une intelligence artificielle, ce qui fait que tout ce qu'on a entendu à l'antenne, à part les bulletins d'actualité, j'y reviendrai, tout a été fait entièrement de façon artificielle. Et dans le même temps, les vrais animateurs, ils ont été payés. Ils n'ont pas été mis au chômage. Ils ont été payés. Et la radio a fait sa journée comme expérience pour frapper les esprits, pour lancer le débat, pour que les gens se prennent conscience de ce qu'on peut faire avec des IA. Alors, comme c'est une radio dont on apprécie l'humour, on doit reconnaître que l'humour de l'IA n'était pas encore au maximum de ce qu'on pourrait attendre, mais c'était intéressant. J'ai entendu une de ces émissions le soir, je ne savais pas qu'il faisait ça, et je me suis bien dit que le contenu était bizarre, inhabituel, mais c'était plausible. C'était les voix que je connaissais, c'était le fonctionnement auquel j'étais habitué, donc avec quelques réglages et quelques améliorations, ça passerait. Et puis la partie humour, c'est peut-être là où l'être humain peut garder son privilège, le plaisir de rire et de faire rire. On n'a pas envie de donner ça à des machines, franchement. Ah non, je rirai, non, je ne veux pas rire, que la machine rie à ma place. On ne fera pas ça. Donc, ce côté-là, ça sera un plaisir de le faire pour ceux qui ont cet esprit sur leur temps. Le temps qui leur sera libéré, ce sera de créer des choses drôles, mais qui pourront tout à fait être jouées par des comédiens artificiels. Et puis, cette émission ayant eu lieu, enfin, cette émission, toute cette journée d'IA, y compris certaines musiques, d'après ce qu'on m'a dit, peut-être toutes, je ne sais pas,
Donc des musiques qui ont été faites par des IA pour imiter le style de chanteurs ou de groupes connus, mais de façon complètement synthétique. Et ceci ayant eu lieu toute la journée, ça a lancé un débat. Ils en ont parlé longuement au journal du soir. Ils ont fait même un volet spécial intelligence artificielle en invitant des spécialistes des écoles polytechniques, dans lequel, évidemment, les journalistes ont mis en avant les dangers, les risques, la peur que représentent les nouvelles technologies, mais aussi, de façon assez claire pour plusieurs des intervenants, le fait que ces IA vont nous remplacer, que c'est là que l'expression le travail à la chaîne a été remplacé par l'automatisation, le travail à la chaîne physique, mais le travail à la chaîne intellectuelle va être remplacé par des IA et relativement rapidement. Donc, c'était intéressant parce que c'est à l'échelle nationale, tout d'un coup, un exemple qui permet aux gens de dire, tiens, c'est là, il faut que je me positionne. À quel moment mon travail, mon job va être remplacé et comment je vais réclamer le fait d'être payé quand même, comment on va basculer dans une société extrêmement différente où tout d'un coup, je vais pouvoir profiter du temps, profiter d'être, profiter de cette capacité extraordinaire qu'on a qui est la supraconscience, qui permet d'apprécier l'éternité dans tout ce qu'elle est et l'infini dans tout ce qu'il est. Je voudrais quand même relever, si possible, un aspect important, très important du temps libre pour le bonheur des humains. Il y a un groupe de scientifiques qui ont énoncé une théorie, la théorie des 7 intelligences, où ils disent que l'être humain développe en général 7 intelligences. L'intelligence linguistique, l'intelligence logique, mathématique, l'intelligence visio-spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle pour entretenir des relations entre plusieurs personnes, l'intelligence intrapersonnelle, des personnes qui sont introverties, mais c'est une forme d'intelligence aussi, et puis l'intelligence kinésique, hein, l'intelligence du mouvement, ceux qui savent danser, qui savent bouger, les grands sportifs, ainsi de suite. Et tout le monde possède cette intelligence dans des proportions variées. Prenons par exemple la société dans laquelle nous vivons. Nous, particulièrement en Afrique, en Côte d'Ivoire, là où je vis, l'école ne fait appel qu'à 2 formes d'intelligence. L'intelligence linguistique, parce qu'on fait des lettres, on apprend à parler, à lire des textes, à rédiger. Et puis l'intelligence mathématico-logique, parce qu'on fait des mathématiques, des physiques, ainsi de suite. Mais pour quelqu'un qui a une intelligence musicale, c'est quelqu'un qui tout de suite est perdu dans notre société. Parce qu'il n'y a pas d'école adaptée pour permettre à cette personne-là de pouvoir développer cette intelligence. Et même si elle se débrouille pour faire des créations artistiques, musicales, tant que ces créations ne sont pas conformes à une certaine norme sociétale, à une certaine norme commerciale, on appelle ça la musique commerciale, et bien cette musique-là, ils n'auront jamais le temps, ils n'auront jamais l'opportunité de pouvoir faire fructifier leur art pour pouvoir vivre. Donc, beaucoup de personnes dans la société vivent malheureuses parce qu'elles ont une forme d'intelligence qui soit n'intéresse pas trop la société, ou alors qui intéresse la société mais ne génère pas suffisamment de revenus pour pouvoir vivre de leur art, de leur intelligence. Très peu de personnes sont favorisées, des personnes qui ont une intelligence linguistique ou mathématique. Donc, imaginez maintenant un monde prochain dans lequel on n'est pas obligé de travailler pour vivre. On a beaucoup de temps libre. Chacun pourra exercer son intelligence comme il entend, parce qu'il a déjà de quoi vivre. Donc, exercer son intelligence, son génie, simplement pour apporter quelque chose à l'humanité. Et là, j'imagine que ça sera une explosion de créativité, une explosion de couleurs, de différences pour notre humanité. Ça va changer totalement la face de notre humanité. C'est ce que je voudrais quand même partager sur les formes d'intelligence et sur l'avantage du temps libre pour permettre à chaque être humain de pouvoir s'épanouir selon sa voie et selon ses compétences.
Formidable ce que tu avances là, parce qu'on l'oublie bien souvent, cette notion donc d'intelligence qui sont stimulées à l'école. L'école a aussi beaucoup, comme tu le dis, à revoir dans son programme comment allumer toutes ces intelligences qui sont en sommeil. Là, tu touches quelque chose du bout du doigt là qui mérite à ce que les éducations nationales de tous les pays. Je pense que dans le nord, les pays du Nord, on commence quand même aussi à ressentir, à imaginer qu'il faut faire des choses là, et les enfants n'ont plus tout à fait les mêmes rythmes scolaires que l'on connaît dans la plupart des autres pays. Tu touches un sujet vraiment très important. Et là, on est vraiment on se projette dans un futur qui est pas si loin que ça, après tout. Hein, puisque ça, comme tu le disais aussi tout à l'heure, cette génération-ci, elle va voir des tas de choses qui vont se révéler, bien plus qu'on a révélé en 2000, 3000, 4000 ans. Hein, la génération qui arrive là, dans l'exponentiel, va découvrir des quantités de choses. Aujourd'hui, cependant, là, on est dans aujourd'hui. Comment peut-on, pour quelqu'un qui va nous poser la question, mais comment allons-nous faire pour passer dans cette transition? En attendant, l'argent existe toujours. On sent, d'après tout ce que vous venez de dire, il est voué à la disparition. Mais en attendant, pour arriver à cela, ça va pas se faire en claquant des doigts. Il va peut-être falloir quand même penser à ce que si je me retire de mon travail, comment la société va s'organiser pour que je puisse, moi, vivre. Hein, et on parle donc de revenus d'existence, de revenus. Nous, dans le mouvement paradiste, on parle surtout de l'aube. Hein, c'est l'allocation, comment dire, universelle de bien-être. C'est pas un salaire qu'on donne, c'est une allocation qui est à vie, hein, dès la naissance jusqu'à la fin des jours. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous évoquer cette transition entre aujourd'hui et ce monde qui n'est pas si loin que ça? C'est une génération, c'est 20 ans, 20, 25, 30 ans, mais en attendant, il faut passer ces caps-là et puis quitter de plus en plus le travail, puisque il est dit quelque part que avant 15 ans, il y aura 90% de chômeurs. Hein, c'est pas rien. Donc, comment vous voyez cette transition pour rassurer un petit peu notre public et puis surtout les organisateurs de cette société? Comment on pourrait les conseiller à faire bouger les choses? Déjà, je peux intervenir sur la question en disant que déjà les sociétés commencent à se poser la question, hein, si de plus en plus d'emplois sont supprimés, mais comment est-ce qu'on fait pour s'occuper de la population, pour éviter les révoltes? Parce que les gouvernants aussi, les États ont besoin de protéger leur pouvoir aussi. C'est un problème pour eux aussi de voir que euh, les humains perdent de plus en plus de leur travail et les mouvements sociaux vont s'amplifier de plus en plus. OK? Et donc, ils se sont déjà imaginés créer une taxe sur le travail des robots. C'est-à-dire, quand vous, dans votre entreprise, vous remplacez un certain nombre de postes par des machines automatisées, vous allez devoir payer un minimum de taxes pour permettre à l'État de pouvoir s'occuper, je veux dire, s'occuper des contraintes sociales de la société, c'est-à-dire tout ce qui est allocation qu'on donne aux personnes, pouvoir s'arranger au moins à ce que les humains puissent avoir un minimum à vivre. Voilà. Donc, des réflexions sont déjà menées sur la taxation du travail des robots. C'est un bon début, à mon sens. Oui, je pense que c'est une des clés, hein, faire en sorte que l'allocation universelle, puisque l'argent est encore existant, il va falloir le trouver quelque part. Je m'amuse beaucoup quand certaines personnes me posent cette question, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça peut pas se faire, ce truc. Alors, je leur dis toujours, mais on est obligé de passer par ce changement, puisque si les robots produisent et remplissent les stocks et que les employés, comment dire, que le peuple n'a plus d'argent pour acheter, qu'est-ce que vont faire les riches, les financiers, avec des stocks pleins que personne ne peut vider puisqu'il n'y a plus d'argent? Donc, il va falloir penser à autre chose. Et la taxe, donc, est une étape, je dirais, transitoire,
hein. Et puis, la libération du travail, ça peut se faire très rapidement, mais à mon avis, avec un certain crescendo, au fur et à mesure que les robots vont arriver, eh bien, on sort la personne de son poste de travail, on lui alloue une allocation qu'il aura à vie, et puis ensuite, effectivement, bah, il va pouvoir développer toute sa créativité, son imagination. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. L'individu, il va avoir du temps libre. Il y a la créativité, oui. Et puis on dit, ouais, mais quand même, c'est pas du travail et autres. On s'aperçoit que les retraités aujourd'hui, ben, de plus en plus, ont des tas d'activités, même certains retraités ont plus d'activités quand ils sont en retraite que quand ils étaient donc en activité professionnelle. Il y a une foultitude comment dire, d'activités que l'humanité voit se produire spontanément, gratuitement. Gratuitement. C'est tout à l'heure, vous disiez que aller travailler gratuitement, je refuse, mais aujourd'hui, des quantités de gens travaillent gratuitement. Ils sont à la retraite, ils ont une allocation qui tombe. Donc, je pense que là, il faut qu'on voit un petit peu à ce niveau-là cette notion de transformation de société. L'argent va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans l'esprit de l'humain? Moi, je suis fier de ce que je fais, j'existe. Je crois que c'est Ananta qui disait ça tout à l'heure. J'existe parce que je travaille, mais c'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans cette société. Une des premières questions qui est posée à un individu quand on le rencontre dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme activité? C'est tout de suite la première question d'accroche. Qu'est-ce que tu as comme activité? Ce qui veut dire qu'est-ce que tu as comme profession? C'est quelque chose de terrible quand même. Et ça va changer tout ça. Mais donc la valorisation de l'individu, comment vous la voyez? Comment vous voyez qu'un individu va pouvoir être valorisé puisqu'il aura besoin de reconnaissance, d'existence? Si on touchait cet aspect psychologique du temps libre. Antoine, si tu veux bien. Oui, je pense qu'il y a une question de masse critique parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé leur place, n'ont plus leur place dans la société, qui, on dit, ils ne travaillent pas, mais ça peut être des mères ou des pères au foyer, des gens qui s'occupent de la famille, ou ça peut être des gens qui sont au chômage, et ils sont encore une masse relativement petite pour que ça fasse pas de bruit, que ça pousse pas trop la société à les valoriser. Mais comme l'a dit très intelligemment Karim tout à l'heure, les dirigeants et les puissants ont besoin de se protéger. Ils ont besoin de se protéger déjà des gens qui n'auront rien et qui voudront une part du gâteau. Donc, automatiquement, ils feront en sorte de leur allouer des revenus qui leur permettent au moins de survivre. Et puis, pareil, si la masse des gens qui n'ont pas de reconnaissance dans la société grandit, atteint une certaine masse critique, ils vont créer leur propre société d'autoreconnaissance. Il y a déjà des gens qui vivent en marge, en communauté, ou quand je dis communauté, c'est pas forcément qui vivent les uns sur les autres, mais des gens qui vivent de façon différente et alternative, et en faisant de l'agriculture, en faisant de l'art, en faisant du commerce à travers le troc, qui vivent de façon différente en dehors de la société, parce que tout d'un coup, ça leur redonne de la valeur, ça leur redonne de la reconnaissance, ça leur permet de traiter d'égal à égal avec les autres qui vivent de la même façon. Et si cette masse de gens qui vivent en marge devient trop importante, c'est un danger pour la société dite normale de ceux qui veulent être élus président et puis gagner beaucoup d'argent en nous vendant des trucs dont on n'a pas besoin. Donc, soit ils vont se faire déborder par une société alternative, soit ils vont essayer de la contenir en lui offrant la reconnaissance dont elle a besoin, en organisant des façons de reconnaître les talents de tous les artisans, de toutes les personnes. Et ça, la reconnaissance dans nos sociétés, pour l'instant, elle passe par l'argent, donc en leur donnant un argent à la hauteur de ce que les gens fournissent, que ce soit en élevant des enfants, que ce soit, quelles que soient les activités qui ne sont pas suffisamment reconnues actuellement. Une forme de reconnaissance actuelle dans le fonctionnement actuel de la société, c'est l'argent. Donc, il est possible que les dirigeants choisissent cette façon de faire. Et bien sûr, on peut financer ça par des taxes sur les robots, c'est un aspect, mais il faut aussi voir que l'argent est devenu quelque chose de très abstrait. L'argent, quand on en a besoin pour sauver une banque à coût de milliards ou qu'on en a besoin pour envoyer des armes dans un pays en guerre, on n'en manque jamais. Puis après, on vient nous faire des appels aux dons pour les gens qui n'ont pas à manger. C'est absurde. C'est que l'argent, on en a là où on veut. Et quand ça deviendra une pression nécessaire pour nos dirigeants, quand la masse critique de ceux qui sont hors circuit sera trop importante,
ou s'ils la voient venir, j'espère qu'ils vont pas attendre le dernier moment, ils vont être obligés de leur donner une forme d'intégration sous forme de revenus inconditionnels. C'est comme ça que je vois les choses. Ou alors, les dirigeants ne verront pas venir et ils se feront déborder par une autre société et ce sera une révolution un peu plus chaotique, mais elle est aussi possible. Ananta, toi, de Paradis, comment tu vois cette étape-là? Alors, il y a un point que tu as abordé et j'aime beaucoup, c'est l'allocation universelle de bien-être. Allocation, pas revenu. Quand on dit revenu, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui est donné pour avoir un revenu. L'allocation, c'est une allocation, quoi qu'on fasse ou qu'on fasse pas d'ailleurs, on touche cette allocation. Donc ça, je trouve que c'est important. Ça rejoint un peu, je vois dans le fil des commentaires, et tu en as parlé, Jean-Pierre, juste un peu avant, les retraités. Les retraités, ils ont une allocation qui est normale quelque part dans le système actuel, puisqu'ils ont travaillé leur vie et qu'à la retraite, ils touchent donc des revenus. Ils se mettent au service de la société. Donc ça veut dire, on leur demande pas, ils ne font pas ça pour avoir quelque chose, un revenu en retour. Alors peut-être une satisfaction du besoin de reconnaissance, mais je pense que la plupart du temps, ils font ça par amour. Une nouvelle fois, je connais des gens par chez moi, retraités, qui vont 2-3 fois par semaine aider au Resto du Cœur. Je les ai vus, je les ai accompagnés 1 ou 2 fois, je les ai vus, c'est du pur amour, vraiment, l'accueil, la prise en main. Donc les gens qui ne seront plus conditionnés à travailler pour avoir un revenu vont pouvoir mettre leur amour, une nouvelle fois, du prochain, du lointain, leur amour de l'humanité, leur humanisme, au service de l'humanité. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, comment peux-tu conclure donc ce chapitre que l'on vient d'aborder là pendant près d'1 heure? Comment tu vois cela? Qu'est-ce que tu dirais donc en conclusion de tout ce qu'on vient de voir? Qu'il y a la technologie, qu'il y a la science de demain, avec tout ce côté paradis technologique, je dirais, mais une nouvelle fois, qu'on n'oublie pas que le pilier fondamental sur lequel doit être construit le monde de demain, donc le monde paradiste, c'est l'amour, c'est vraiment le côté humaniste, l'amour de l'humain. Alors après, je pense qu'on va développer sûrement dans les futurs épisodes, à savoir entre quelles mains tous ces outils fantastiques vont tomber, si je puis dire, en tout cas être mis entre quelles mains. Et c'est là où il faudra que l'on soit plus que vigilant pour que ce soit mis entre des mains de personnes, un collège de personnes humanistes qui vont guider par amour, par amour d'humanité, c'est-à-dire pas ce qu'on voit actuellement, par amour de nourrir son ego ou son porte-monnaie, mais vraiment par amour pour les êtres humains, pour l'humanité. Super, tu es en train déjà de donner fin à l'internaute pour l'épisode suivant, parce qu'on va être en plein dans ce sujet-là. Je te remercie de faire l'appel pour l'émission suivante. Antoine, peut-être as-tu quelque chose aussi à dire en conclusion? Il y a plusieurs aspects. Il faut évidemment rassurer et donner espoir et donner envie de ce changement, et en même temps faire prendre conscience qu'il arrive plus vite que ce qu'on peut imaginer, parce que la technologie accélère et que l'être humain n'est pas habitué à percevoir cette accélération. On a l'impression que ça va se produire dans les 20 prochaines années de la même façon que ça s'est passé les 20 dernières années. Or, au contraire, ça va plus vite. Donc, à la fois faire prendre conscience de l'accélération extraordinaire que nous allons vivre, et donc nécessairement des transformations de société et donc de l'aboutissement du temps libre auquel on va arriver plus vite qu'on ne croit. Donc, il ne faut pas le mettre dans un futur utopique, il faut le mettre dans un futur proche, en étant prêt et même en œuvrant pour ça, en exigeant, comme Ananta l'a cité avant,
de se foutre de la retraite, mais de vouloir ne pas travailler. C'est vrai, c'est une bonne banderole qu'il a vue là, chez les étudiants. C'est extraordinaire. Magnifique. Karim, de ton côté. Oui, depuis notre enfance, notre temps libre a été supprimé par l'éducation. On passe énormément de notre enfance, du temps de notre enfance à l'école à apprendre. Déjà depuis la maternelle, 2 ans, 3 ans, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Il faut commencer à suivre un programme, à suivre des instructions, à être à un lieu bien précis à un moment donné. Voilà, donc l'éducation nous a pris notre enfance et le travail, la vie professionnelle nous prend tout notre temps adulte. Et puis finalement, quand vient l'âge de la retraite, c'est déjà tard, il faut rendre les âmes. Voilà. Juste pour rigoler, en Côte d'Ivoire, l'âge de départ à la retraite, en tout cas le dernier que j'ai en mémoire, c'est 55 ans. Mais l'espérance de vie des hommes, c'est 54 ans. Ici. Et les femmes, c'est 57 ans. C'est Donc, fou ça. vous imaginez un peu comment est-ce que ça a été calculé. Ça veut dire que on travaille grosso modo presque toute notre vie. Toute la vie, Mais quoi. grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique, qui vont nous créer, nous générer beaucoup plus de temps libre parce que il va falloir repenser tout le système éducatif. Quand tu demandes à un élève de faire une dissertation alors que ChatGPT lui permet de faire ça rapidement, en quelques secondes, le travail de 2 heures, 3 heures d'études, il te fait ça en moins de 10 secondes. Bon, vous voyez que le système éducatif doit être totalement revu. Et puis, des bonnes nouvelles encore que le matériel nous enseigne, que le matériel nous enseignait, l'éducation chimique, qui va faire que on va jouer tout le temps. Et puis, quand viendra le moment d'aller à l'école, ça sera juste une heure de temps qu'on va dans un laboratoire et puis on nous imprime dans notre cerveau tout ce qu'on doit savoir, comme si on copiait des livres dans une clé USB. Donc, la technologie va libérer notre temps, notre enfance. Et puis, la technologie aussi va libérer notre temps d'adulte. Et donc, c'est un monde merveilleux, un monde que nous attendons avec impatience. Et puis, Antoine l'a dit, ça va arriver plus vite qu'on le croit. Je vais donner juste un exemple pour terminer, juste un exemple pour voir à quelle vitesse ça va arriver. La version 3.5 de ChatGPT a passé l'examen du barreau aux États-Unis. Et on sait que c'est un examen très difficile à passer, un examen rude. La version 3.5 de ChatGPT était parmi les 10%, les 10% les plus faibles qui ont réussi l'examen. Et puis, quelques temps après, on fait passer le même examen à la version 4.0 de ChatGPT. Ça s'est passé en quelques mois, je crois même en quelques mois, dans la même année. Et la version 4 de ChatGPT s'est retrouvée parmi les 10% des meilleurs élèves qui ont passé cet examen. Et ça, c'est dans le courant d'une seule année. Donc, imaginez, dans 5 ans, l'être humain ne pourra même pas compétir avec l'intelligence artificielle. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que il n'y a pas de raison même. Aujourd'hui encore, on peut mener ce débat-là. Oui, est-ce que le robot va remplacer l'être humain au travail, l'intelligence artificielle? On peut encore en discuter aujourd'hui. Mais dans 5 ans, on n'aura même plus à calculer parce que les robots seront plus performants, plus rapides. Et ça sera pratiquement inutile même d'embaucher des êtres humains pour faire un travail où les robots nous surpassent totalement. Ça sera naturel maintenant. Et puis, nous, on profitera du temps libre. Voilà. Il y a quelque Merci. chose que tu viens de dire là qui m'interpelle à propos de l'éducation, comme les Elohim chez les Elohim, où on injecte en fait l'éducation donc dans le cerveau directement. Il y a une des dernières nouvelles que je viens de voir dans les publications scientifiques, c'est qu'on vient d'étudier le transfert par onde cérébrale de l'enseignement.
C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de commencer à tâter. C'est encore du taquinement là. Pour le moment, c'est pas encore au point. Mais par faisceau d'ondes, on est capable donc d'injecter du savoir dans les zones du cerveau en termes d'apprentissage. On n'est pas encore au niveau de ce qu'ont fait les Elohim, mais non d'une pipe, on y arrive à une vitesse fulgurante. C'est-à-dire que nos étudiants vont se mettre un casque sur la tête, le professeur, s'il y a encore un professeur, va appuyer sur le bouton et sa leçon, pouf, elle va directement dans le cerveau de la personne, il n'y a plus besoin de se casser la tête comme ils le font actuellement. C'est merveilleux. Pour se donner un avant-goût de cette époque future, bientôt, on va regarder une petite vidéo. Travaillent dans les mines, les robots construisent des machines, les robots préparent la cuisine au bon. Les robots, comme l'ont fait leur père, les robots plantent des pommes de terre, les robots cultivent les lisières au bon. La farine au bon. Les robots surveillent la technique, les robots construisent des fabriques, les robots font de la mécanique au bon. Et pendant ce temps, les hommes ont le temps de faire l'amour plusieurs fois par jour. Et pendant ce temps, ils peuvent méditer sur l'éternité.
les robots au boulot et les humains qui font l'amour ou qui méditent. Et ben, on va faire une méditation pour la paix et c'est Ananta qui va nous la conduire. Merci Marilyn. Bien, tout doucement, je vais vous demander de bien vouloir, je vais vous inviter à bien vouloir fermer vos yeux, ressentir le poids de votre corps sur l'assise du siège sur lequel vous êtes posé, le poids de vos pieds sur le sol. Et puis vous concentrer au niveau de votre cœur où se diffuse une chaleur assez agréable. C'est de la paix, c'est de l'amour. C'est la paix en vous et c'est l'amour en vous. La chaleur devient un peu plus intense et votre cœur commence à diffuser cette énergie de paix et d'amour dans toutes vos cellules, de la pointe des orteils à la pointe des doigts jusqu'à la pointe des cheveux. La paix et l'amour sont en vous. Vous êtes la paix et l'amour. Et cette chaleur, cette énergie de paix et d'amour commence à diffuser autour de vous, à se propager autour de vous, dans la pièce où vous vous trouvez. Je suis la paix et l'amour, et la paix et l'amour autour de moi. Dans la maison, l'appartement, vous vous trouvez, la paix et l'amour autour de moi. Dans le village, le quartier, la ville où vous vous trouvez, la paix en moi, l'amour en moi, la paix autour de moi, l'amour autour de moi. Dans la ville, dans la région, dans le pays, la paix en moi, la paix, l'amour en moi, la paix et l'amour autour de moi. Au niveau de votre continent, au niveau de tous les continents, la paix et l'amour en moi, la paix et l'amour autour de moi, la paix et l'amour sur toute la planète. Vous voyez se dessiner maintenant la planète Terre, ce petit globe bleu, la paix et l'amour sur toute la planète. La paix en moi, l'amour en moi, la paix autour de moi, l'amour autour de moi, la paix sur toute la planète, l'amour sur toute la planète. Je vous invite à une pensée de gratitude pour toutes les personnes comme nous qui prient, qui méditent, qui agissent pour la paix dans ce monde. Puissent tous les êtres vivants sur Terre et dans l'univers vivre heureux, libres et en paix. Merci Ananta. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à nos invités, Antoine, Karim, Ananta. Alors, le temps libre, c'est dire aussi revenir à l'état d'enfant, se souvenir comment on était quand on était enfant pour savourer l'instant présent. Le prochain épisode aura pour thème l'intelligence, l'humanitarisme et l'intelligence artificielle à la guidance des peuples. Vous pouvez revoir les 2 premiers épisodes sur Internet, sur YouTube. Et en attendant, la semaine prochaine, bonne semaine et puis plein d'amour. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme
comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. Et le premier homme qu'ils ont fait, ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, peut-être un jour tu iras.